Je n'ai jamais considéré la performance comme un théâtre, comme c'est devenu complètement aujourd'hui. Pour moi, la performance sont des actes infimes. Et mes premières installations qui étaient tellement influencées par le land art étaient exactement le contraire du land art. Quelqu'un comme Smithson, par exemple, m'a énormément intéressé parce que c'est quelqu'un qui avait un propos, une pensée, et puis des travaux très radicaux. La spirale Jetty, je trouve, c'est un chef-d'œuvre absolu, quoi. C'est une œuvre splendide, c'est nos pyramides du XXe siècle, hein, c'est vraiment ça. Cette pièce de Walter de Maria qui consiste à tracer deux lignes comme ça dans le désert, fabuleux, fabuleux. Au lieu de faire des choses gigantesques et spectaculaires comme les Américains, je faisais de toutes petites choses qui étaient à peine visibles. Alors j'étais fasciné par les espaces vierges, c'est-à-dire en particulier, il y a un espace qui m'a complètement fasciné, c'est l'espace du littoral au moment où la mer se retire, entre la marée haute et la marée basse, c'est-à-dire cet espace qui est constamment recouvert 2 fois par jour et qui, au moment où il se découvre, est absolument vierge, qui est une espèce de première nature, au premier état des choses. J'y ai mis, j'avais récupéré dans un rebut industriel, des plaques de couleurs, qui étaient des plaques en plastique, qui faisaient, je ne sais pas, quelques millimètres d'épaisseur, un petit centimètre d'épaisseur, et qui étaient des couleurs, il y avait, je ne sais pas, 30 ou 40 couleurs différentes, qui étaient des teintes un peu entre deux, c'était pas des teintes franches. Et ces plaques, je les mettais sur le sable à marée basse. Et il y avait quelque chose qui se passait entre la couleur du paysage et ces plaques qui devenaient comme une espèce de révélateur de la couleur du site. J'ai cultivé une espèce de sensibilité de plaque sensible, c'est-à-dire que je renvoie les choses, je renvoie les vibrations. Et j'essaye de les renvoyer très fort. Je voyais dans la pensée orientale une attitude très différente de la pensée occidentale et notamment du rapport de l'homme à la nature, on peut dire. Et où dans la pensée orientale, l'homme n'est pas pensé comme séparé de la nature, mais comme partie intégrante de la nature. Alors que l'occidental a instrumentalisé la nature et en a fait un terrain d'exploitation, en quelque sorte. Et c'est cette crise-là qui, dans ces années-là, est apparue, effectivement, et à laquelle j'ai été sensible. Et comment avez-vous été mis en contact avec ces philosophies-là? Alors, bon, je ne sais pas, je me souviens plus bien, mais notamment en lisant un philosophe américain qui s'appelle Alan Watts, qui est le chantre du mouvement hippie américain et dont j'ai lu plusieurs ouvrages avec beaucoup d'intérêt et de passion à l'époque. Alors bon, il avait une vision aussi des philosophies orientales peut-être un peu discutable, sans doute. Je le relirai aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'adhérerai à tout ce qu'il raconte, mais en tout cas à l'époque, c'est quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit. Pour l'homme taoïste, il y a une continuité, il y a un passage du corps avec la nature, puisque le corps c'est la nature. Vous voulez montrer un peu cette fusion. Plusieurs de vos actions montrent cette fusion, notamment oui. Action également quand vous dressez les mains vers le ciel. Tout à fait. Signe de communion peut-être ou... Oui, mais c'est pas le... Bon, c'est vrai que ça reprend un geste de rente, on peut dire, mais c'est pas ça qui est vécu. C'est pas vécu comme ça ou c'est pas voulu comme ça. C'est vécu comment? C'est un geste c'est un motif qui revient dans tout mon travail. Il suffit de regarder mes peintures. Bon, c'est celles qui sont derrière la caméra. C'est peut-être l'énergie du ciel qui vient ici où je suis.
Hein. C'est un motif qui est proche peut-être d'une certaine manière, quoiqu'il soit quand même différent, du zip de Newman. Bon, le zip de Newman, c'est un geste d'écarter, c'est un geste d'ouvrir, hein, d'énoncer l'espace en l'ouvrant. Dans ma figure, il y a quelque chose, dans le motif que j'ai construit, il y a quelque chose qui vient vers la pointe, vers l'ici, ici. Hein. Et ici où je suis, vient la totalité du cosmos. Voilà. Ce geste-là, on le trouve dans cette performance avec le soleil en contre-jour qui brille dans les gerbes d'eau que je fais jaillir comme ça. Hein. Et c'est ce même geste qu'on voit sur la peinture qui est derrière là, où ça gicle encore. Pour revenir quand même à certaines actions de cette époque, il y en a deux que je retiens aujourd'hui et qui sont complètement fondatrices pour moi. À tous les points de vue. Ce côté fondateur, je l'ai découvert après coup, bien sûr. J'avais pas conscience en les lisant que c'était des pièces très importantes. Ça faisait partie des petites actions que je faisais. Voilà. Donc il y a l'action avec les vagues. Un jour, je me promenais au bord de la mer, parce que j'ai toujours aimé la mer, j'ai toujours aimé la proximité de l'eau et du littoral. Il y avait une tempête et il y avait des vagues qui frappaient une digue et qui montaient jusqu'à 7 ou 8 mètres de haut, facile, des vagues colossales qui retombaient dans des gerbes d'eau invraisemblables. Et là, ça a été immédiat. En plus, il y avait une lumière pas mal qui donnait une force, qui sculptait un petit peu ces gerbes d'eau, ces gerbes d'écume. Donc ça a été immédiat. J'ai couru chercher un appareil et j'ai dit à une personne qui était avec moi, voilà, tu vas me prendre en photo. Et je suis allé affronter ces vagues. C'était extrêmement dangereux. Bon, je nage très bien, mais quand même. Tout de même. D'autant que je portais des bottes, j'étais habillé quand même relativement léger. Et puis, il y avait des cailloux d'ailleurs qui étaient projetés, parce que c'était une plage de galets, il y avait des cailloux qui étaient projetés en l'air. C'était quand même extrêmement dangereux. Mais je m'en foutais, ce qui comptait, c'était approcher ces vagues le plus possible, être dans un espèce de contact physique avec l'élément aquatique et avec la force qui se dégageait de ces vagues. Voilà, il y a quelques photos qui ont été prises. Peut-être il y a eu même un petit film, mais le petit film, je ne sais pas où il est. Et si je le retrouvais, je ne sais pas dans quel état je le retrouverais. En tout cas, il y a eu quelques photos. Voilà, qui forment une pièce et qui ont été acquises maintenant par le musée d'art moderne de la ville de Paris. La deuxième, qui est aussi pour moi fondatrice, à double titre, c'est celle qui s'appelle Feu, Feu 3, parce qu'il y a eu plusieurs prises de vue, plusieurs actions du feu. Et il s'agissait de travailler avec un appareil photo en pose, c'est-à-dire l'obturateur ouvert dans la nuit, dans un espace complètement nocturne. Et l'obturateur étant ouvert pendant un temps assez long, il pouvait enregistrer les traces du feu. En l'occurrence, je promenais une flamme sur mon corps, une flamme de bougie, une flamme douce, une flamme qui ne brûle pas, mais qui donne une espèce de douceur ou de chaleur, à condition de la promener assez vite sur le corps. Et pendant que je faisais ces gestes-là d'enrouler la flamme sur mon bras ou sur mon visage de cette manière, hein, ou à travers mon corps, etc., pendant ce temps de 1 ou 2 secondes, l'obturateur étant ouvert, le tracé du feu s'enregistre. Et donc le corps se mêle au feu.
le corps devient un corps où le feu et le corps se construisent ensemble, se mêlent, se mélangent, dans un rapport qui n'est pas un rapport de violence, mais plutôt un rapport de douceur et de proximité. J'étais allé en 69 à Berne voir l'exposition organisée par Harald Zeman, Quand les attitudes deviennent formes. À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent, alors j'avais fait l'aller-retour dans la journée, dans la nuit plutôt. J'avais pris le train de nuit à l'aller, j'avais passé la journée à voir l'exposition et j'ai repris le train de nuit au retour. Et là, je me souviens, la Splash Piece de Richard Serra, c'était un choc absolument fabuleux. Chef-d'œuvre absolu, quoi. Extraordinaire. Bon, l'exposition était extraordinaire dans son ensemble parce que on n'avait jamais vu ça. Il n'y avait que des choses nouvelles qui bouleversaient tous les codes habituels de l'art, avec des pièces extrêmement fortes. Il y avait la fameuse pièce de Beuys. Enfin, il y avait plusieurs pièces de Beuys. Il y avait une salle Beuys qui était complètement magique, vraiment magique. Alors parlons un peu de Joseph Beuys. Vous avez écrit un texte sur lui pour l'édition d'un catalogue, voilà. Oui. Vous semblez à la fois très impressionné par son œuvre et en même temps vous avez un regard assez critique. Oui, très critique. Voilà, critique. Donc ça m'intéresse ça, parce qu'il est considéré comme l'un des premiers artistes à s'être intéressé point de vue politique à l'écologie, hein, puisqu'il est parti. Voilà, donc c'est un artiste important pour ça. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il vous a influencé dans ce domaine-là? Non. Ce que j'ai critiqué chez Beuys, c'était sa figure christique, son égocentrisme absolu, cette espèce de Christ recrucifié en permanence. Détestable, absolument détestable. Inquiétant, vous avez dit inquiétant. Même. Oui, ambigu aussi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de limite malsain. Bon, mais en même temps, il portait toutes les stigmates de la guerre, c'est-à-dire la culpabilité de l'Allemagne. Voilà, il avait été quand même militaire, il était pilote de Stuka, il s'était écrasé, il en était sorti vivant. Enfin, il y a tout ça qui est en lui. Je mythologie, oui, guérie. Il a vécu toute cette espèce d'horreur et de drame. Donc tout ça retransparaît dans son personnage d'une manière complètement mythologique, oui. Mais moi, ce que j'admire chez Beuys, c'est le sculpteur, fabuleux sculpteur. Je veux dire, une pièce de Beuys dans une galerie ou dans un musée, c'était magique, complètement magique. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'espace entier était investi de quelque chose de sensible dans l'air. Il y avait quelque chose qui vous pénétrait. Et tout ce que j'ai vu après sa mort était foutu, quoi. C'était mort. Personne n'a réussi à réinstaller correctement les pièces de Beuys. Je n'ai jamais vu une seule pièce de Beuys posthume qui communiquait cette espèce de magie. Ça reste des objets archéologiques. C'est terrifiant. Ça me rend fou, quoi. Alors que je ne sais pas, il avait un toucher des choses. Et là, c'est un grand sculpteur, c'est sûr.